Bonsoir. L'émission que nous allons vous proposer ce soir, elle est tout à fait spéciale. J'ai tenu à la consacrer intégralement à un ami, à quelqu'un que vous aimez. Peut-être que certains l'ont oublié. C'est le leader du groupe Exile One. C'est vrai que Exile One est un groupe qui a connu le succès il y a de ça quelques années et ils sont revenus sur la scène il y a de ça maintenant 4-5 ans à peu près. Un retour qui s'est produit au Lamentin. Le leader du groupe, c'est Gordon Anderson, qui n'a pas pris une ride, malgré le fait qu'il soit né en 1949, il a 43 ans, il ne cache pas son âge, c'est ça? Non. C'est vrai? 43 ans et fier de les avoir. C'est une vierge? Vierge. Oui. Même bœuf. Même bœuf dans l'horoscope chinois? C'est ça. Très bien. Vierge bœuf. Gordon, pourquoi ce retour à la musique? Ah non, il n'y a pas de retour à la musique. Il y a toujours eu une continuation avec la musique, mais peut-être retour vers la Guadeloupe. Et j'espère que ce ne sera pas le syndrome de l'éléphant. Il y a un moment donné, on a cru comprendre que tout était fini à un moment donné. Oui, peut-être il y a des gens qui ont pensé de cela, mais je pense que quand on est mordu par le virus de la musique, c'est une passion. On n'arrête jamais. On n'arrête jamais. On va essayer de mieux le découvrir à travers cette émission. Alors moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est, bon, quand on parle d'un artiste, c'est vrai qu'on voit l'artiste à la télévision, et puis on a envie de lui poser un certain nombre de questions. Par exemple, sa famille. Bon, alors, issu d'une famille de 2 enfants, il y a un plus grand frère qui a 11 ans de plus que toi, je crois. C'est ça. Donc on n'a jamais vécu ensemble comme enfants. Ouais. 11 ans d'écart. Tu es dominicain pur, tu es né à Roseau, qui est la capitale de la Dominique. La maman, elle était mère au foyer, le papa employé de la communication, c'est ça? C'est ça, les Télécom. télécommunications, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que tu as été un enfant gâté? Maintenant, avec le recul, oui. Parce que mes parents m'ont jamais donné l'impression qu'il fallait lutter pour avoir des choses. Et tout était là. Tout était là. Et donc maintenant, je pense, oui, j'étais un enfant gâté. S'il fallait poser la question à ta maman, comment tu étais quand tu étais un petit garçon, est-ce qu'elle aurait répondu que tu étais un petit garçon timide? Oui, je pense. Je pense. Oui. Et aujourd'hui, je dis que la musique a été une sacrée thérapie pour moi, ce qui concerne la timidité. Je pense que je suis même encore timide dans certaines circonstances. Je me suis pas encore rendu compte. Ah! Ton premier baiser, c'est à quel âge? Premier baiser. Assez tard. Donc, d'où, vraiment peut-être, timide, là, vraiment timide. Je pense peut-être 17 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est tard par rapport à toi, hein? Ouais. Oui, j'ai commencé peut-être un petit peu plus jeune. Et premier rapport? Question indiscrète, hein, tu réponds si tu veux répondre. Hein, Non, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais. Premier rapport, je pense vers 19 ans peut-être. 19 ans. Maintenant tu es marié, tu as des enfants? Non, pas encore. Pas encore, malheureusement. Mais tu as des enfants quand même? Oui, j'ai des enfants. Un petit garçon? Non, j'ai 3 enfants. J'ai un fils qui fait de la musique, qui s'appelle Dion Henderson. On travaille souvent ensemble. Et ça, c'est une des grandes joies de ma vie. Et j'ai 2 filles. Domicile, Dominique, enfin Roseau, Pointe-à-Pitre, New York ou Paris ou Londres? Moi, j'habite entre New York et Paris, mais actuellement, je suis résident à Paris. Mais avec le métier que je fais, c'est très difficile. Tu es un bon élève à l'école? Bon élève, oui, jusqu'à un certain point. J'ose même croire que j'étais peut-être, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais je le dis quand même. Je pense que j'étais un petit peu sous-doué, à mon avis, parce que j'avais des très bonnes notes, mais arrivé vers la fin de lycée, parce que c'est pas le même système en français, en terminale, je crois, l'équivalent ici, j'ai pris un intérêt pour le sport, la boxe en particulier, et la musique. Et je n'étais pas tellement branché des académiques. Et donc ça se voit pas que tu as fait de la boxe, hein. Enfin, on ne le voit pas. Enfin, à visage nu, ça se voit pas. Moi, je ne fais pas la presse. Dis-moi, est-ce que tes parents ont été déçus du fait que tu aies fait carrière dans la musique, et qu'est-ce que tes parents auraient souhaité que tu exerces comme boulot en fait? Mais quand j'étais petit, j'avais l'impression que mes parents voulaient que je sois prêtre. Non, c'est pas vrai. Oui, Ouais. j'avais l'impression. Et tu n'avais pas la vocation?
Et donc justement, vers la fin de lycée, je voulais donner bonne impression et un jour j'ai suggéré que je voulais devenir frère. Les frères comme des pères. Ouais. Pasteur? Pasteur? Non, l'ordre, c'est comme des frères, mais il y a dans l'église catholique des frères. D'accord. Ouais, donc, mais j'ai remarqué sur leur visage qu'ils n'étaient pas tellement pour ça. Mais plus sérieusement, quand j'ai annoncé que je voulais devenir musicien professionnel, j'ai remarqué que mon père et ma mère, il n'y avait aucune objection. Malgré les gens, d'autres personnes me disaient, mais vous êtes fou pour quitter son boulot, pour aller faire la musique en professionnel. Ça se passait à la Dominique et même ici. Parce que ici, les gens disaient, mais c'est pas possible. Parce qu'à l'époque, la musique comme profession, c'était aberrant. Et quand tu étais jeune, tu rêvais d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, d'être célèbre? Peut-être célèbre, mais pas riche. La notion de la richesse jusqu'ici, maintenant, c'est-à-dire j'aime vivre confortablement. J'aime voyager, mais la richesse, jusqu'à présent, je n'ai aucune notion de la richesse. Alors, vivre confortablement, tu es parvenu? Oui, 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 je vis bien, et c'est bon. Mais l'histoire d'avoir 2, 3 bateaux et de garde de corps et des choses comme ça ne m'intéresse pas. Ta na 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 na. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. Et puis on cap certaines de nos bien chaînés dans un petit bateau. Jour et nuit nous coincés, nous bien battelons. Pas question de revoir Afrique encore. Nos captivités, ça pas qu'à faire fort. Débarquer dans un pays qui n'y soleil. Un peu comme chez nous, mais c'est pas pareil. Yo crissé moi, yo exposé moi avec beaucoup de soin. Et comme un marchandise, yo vend moi, et moi travaille pour ailleurs, pour que mon yo va. Maman moi travaille pour ailleurs, pour que mon yo va. Papa moi, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A planté canne, a planté tabac, sans repos. Yo bati moins, yo mal, petit moins à l'eau. Après yo dit arrêtez, planté canne. Ça pas rentable, mais travaille. Je déclaré, moi en liberté. Mais tout ça, moins besoin, faut moins acheter. Et pour même mettre là, qu'à continuer rouler. Puis à moins, qu'à persister. Moins travail, pour rien. Pour qui m'en va. Maman, moins travail. Pour rien, pour qui mon yo va, papa moi. Vers les années 30, il y avait une certaine migration, j'espère que le mot est juste,
vers la Guadeloupe, c'était les gens qui venaient ici pour couper la canne. Et je crois que ces gens-là, une bonne partie sont restés ici, sont devenus des Guadeloupéens, donc, parce que je rencontre de temps en temps des gens qui sont complètement intégrés dans la société guadeloupéenne depuis cette période. L'autre partie, ils sont revenus à la Dominique assez déçus. J'ai une petite anecdote où un copain me disait qu'il avait un oncle qui était venu en Guadeloupe, il est revenu avec une casse coloniale et un revolver. Mais je crois que dans cette période-là, c'était l'Angleterre. Comme je disais tout à l'heure, la Dominique étant à l'époque colonie britannique, donc c'était l'Angleterre qui attirait les Dominicains. Mais la Guadeloupe t'a attiré également, puisque je crois que tu es venu très jeune ici, 18 ans à peu près. Oui, 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 en vacances, la première fois. Ouais, ouais. Mais je crois que de mon plus jeune âge, j'ai toujours eu cette rage d'être un Caribéen. Je voulais connaître la Martinique, la Guadeloupe, Antigua, Porto Rico. Je ne sais pas. Et jusqu'ici, maintenant, j'ai toujours cette philosophie d'être un homme de la Caraïbe. Et le premier séjour en Guadeloupe, bon, comment ça s'est passé, je veux dire, quelle image t'as retenue? La première image que tu as retenue de la Guadeloupe, c'était quoi? Première image, comment dirais-je? Je pensais que c'était un pays qui avait à la fois une direction de développement et sous-développement à la fois. Parce qu'il faut penser que dans cette période, Pointe-à-Pitre n'était pas comme ça. Il y avait des routes, pour moi, donc peut-être des routes, parce que la Dominique a toujours été un pays, c'est jusqu'à dernièrement, qui n'a jamais eu des routes convenables. Donc, c'était le rêve, les routes de la Guadeloupe. L'histoire des immeubles aussi, donc ça fascinait parce que ça donnait l'idée de la grande ville. Mais en même temps, on trouvait ça bizarre parce qu'à l'époque, à Pointe-à-Pitre, il y avait une espèce de, je ne sais pas, canal Oui. et ça choquait. Donc on ne comprenait pas comment il y avait une telle disparité dans le même pays. Et qu'est-ce qui fait que, de nos jours, l'image des des Dominicains a totalement changé? C'est dû à quoi? Moi, je crois que c'est l'histoire de les gens qui quittent en masse, le phénomène mondial. Pointe-à-Pitre, à mon avis, est devenu, sur le sens de la société, le métropole de la Dominique. La Dominique étant un pays assez rural, entre guillemets, les jeunes qui quittent cette situation vers une situation urbaine trouvent Pointe-à-Pitre en général, Pointe-à-Pitre Guadeloupe. Et tous les problèmes d'urbain ou des zones urbaines se posent ici. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de Dominicains qui posent des problèmes en Guadeloupe qu'ils n'oseront jamais poser à la Dominique pour des raisons de famille, pour des raisons culturelles, etc. There's danger down and all alone, with really no one else around. You may give the roof or give the ground, turn the tables around, and only you can make such a decision. You'll be advised, you'll be just that, and vary up the greatest fact about the rules, about the don'ts, about the wills, about the won'ts. That will have a bearing on your life. It's not over till it's over. It's not over till it's over. It's not over till it's over. It's not over till it's over.
battle that wins the war. Stand much taller than before. One man's roof is another man's floor. No new imitation. Fix you gold and turn situation around. Around. It's not over till it's over. 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 It's not over. It's not over till it's over. It's not over. There are times you're down, I'm all alone, with really no one else around. You may hit the roof or hit the ground, turn the tables around, and only you can make such a decision. You'll be advised, you'll be sustained, and very often breathe the sign about the do's, about the don'ts, about the wills, about the won'ts. That will have a direct hearing of your life, your sweet life. It's not over till it's over. 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 It's not over. Parlons du créole. Est-ce que le créole en Dominique est perçu dans les familles comme il est perçu en Guadeloupe? C'est-à-dire que dans certaines familles, on interdisait aux enfants de parler créole. Est-ce que ça s'est passé un petit peu comme ça en Dominique aussi? Oui, je crois qu'il existe le même, en anglais, il y a un mot diglosisme, je crois, ça existe à la Dominique. Il y a un exercice intellectuel qui se passe depuis quelques années où les gens essayent de valoriser la langue créole et tout ça, mais fondamentalement, le créole est réservé aux adultes et réservé pour des blagues un petit peu salées. De temps à autre, un parent peut adresser à un enfant créole, mais c'est presque signe de non-respect si l'enfant répond créole. Je crois que la situation est exactement la même en Dominique. C'est plus facile pour toi d'écrire en créole ou d'écrire en anglais? Oh non, anglais, beaucoup plus facile. C'est-à-dire que le créole n'a jamais été une langue où je tenais des conversations avant mon arrivée en Guadeloupe. Mais il faut signaler que 90% des enfants à la Dominique comprennent le créole et ils sont capables de parler créole. C'est le problème, il faut parler anglais parce que... Et le français dans tout ça alors? Le français. Tu l'as appris? Oui, j'ai appris le français au lycée à la Dominique. Mais quand je suis venu ici, je disais des choses comme « pleut-il » et les gens disaient « mais c'est quoi ça ?» Donc c'était un français assez académique et il fallait du temps pour apprendre à causer français. Tu as eu pas mal de boulot, hein. Je veux dire, avant d'arriver à la chanson, bon, il y a eu des petits boulots qui ont été faits. Tu as été coursier en assurance, c'est ça? C'est vrai ça? Tu as été prof aussi, enseignant? Oui. Et t'enseignais le français? Oui. Non, pas français, c'était les maths. Et aujourd'hui, il ne faut pas me mettre à l'épreuve. C'était des maths et ensuite j'étais agent d'assurance. C'était un bon prof? Je crois, parce que j'adore les enfants et j'aime bien travailler en équipe. C'est ce que j'aime jusqu'aujourd'hui. Mais à la Dominique, à l'âge que j'avais, il fallait un petit peu plus d'argent. Donc j'ai opté pour l'assurance, donc j'étais agent d'assurance. Mais il avait le virus de la musique et même étant dans l'enseignement, je faisais toujours la musique à côté.
Et après, donc, je ne pouvais plus. Évidemment que tu as été directeur d'une station nationale dominicaine, je veux dire. Oui, mais ça, c'est bien après. Ça, c'est bien après. Oui, enfin, sinon, parlons de tout ce que tu as pu faire en dehors de la musique. On va parler de la musique dans quelques instants. Mais je veux dire qu'il y a eu une époque, on en parlera un petit peu plus tard, une sorte de traversée du désert, où on ne t'a pas trop entendu, mais en quelque sorte, toi, tu travaillais, tu étais rentré chez toi, et c'est la radio, là. Oui, oui, c'est ça. Mais comme on disait tout à l'heure, je suis assez mordu par tout ce monde de la communication. Donc, Ton père était dans la communication. oui, oui, les télécommunications. Ouais. Donc, il travaillait avec les téléphones. Je m'appelle le période de téléphone, il fallait tourner la manivelle. Oui. Oui, oui, mais j'ai toujours été dans les professions de la communication, donc l'enseignement. Oui, enfin, c'était pas fait pour être directeur d'une station de radio. Je me demande qui est vraiment fait pour cela. Enfin, t'es pas resté longtemps, t'es pas resté longtemps. Oh non, 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 non. Pour une raison qui est très simple. Parce que je pense que si c'était une station privée, ça serait autre chose. Mais c'est une station nationale et toute la politique. Mais moi, j'étais assez naïf. Je ne savais pas qu'une station nationale, surtout dans un petit pays, ça pouvait avoir autant de politique dans ce travail et ça me plaît pas trop. Une longue partie dans l'émission, on va parler de musique avec Gordon Anderson. C'est vrai que tout a démarré ici grâce à quelqu'un que l'on connaît tous, qui s'appelle Hippomène. Et j'ai même réussi à savoir que ton premier nom de scène, c'était Slim. C'est vrai? Oui, tout ça, c'est juste, c'est juste. En effet, quand je venais ici en Guadeloupe, en vacances, j'ai fait la connaissance d'Hippomène Liova, qui était chanteur des Vikings. Et donc, j'ai toujours gardé le contact. Et c'était grâce à Hippomène, une fois, j'étais en transit ici, qu'il m'a dit, il faut aller au studio, on cherche quelqu'un pour chanter une chanson en anglais, pour un saxophoniste qui s'appelle Édouard Laborde, guadeloupéen. Et j'ai chanté cette chanson, on m'a nommé Slim. Donc c'est très juste. Slim, ça t'allait bien? Ah ouais, Tu j'étais l'as pas Slim gardé à longtemps. l'époque. Tu l'as pas gardé longtemps. Non, 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 uniquement pour le disque. Ouais. Et Gordon Anderson, c'est devenu comment? Tu t'es Moi, imposé en Gordon à partir de mais quel moment? Gordon Anderson, donc, qui est mon vrai nom, à partir des Vikings. À partir des Vikings. Parce que tout de suite, après ce fameux enregistrement, comme Slim, j'étais engagé comme chanteur anglais dans les Vikings, à côté de Hippomène et Joël Dardet à l'époque. Et donc c'était... Et tu chantais quoi? C'était quoi? C'était des slows? C'était quoi? Des compositions de toi? C'était quoi? Il y avait des compositions de moi, mais il y a des gens peut-être qui se souviennent du titre Love, qu'on a enregistré ici. Mais c'était la grande période de Rhythm and Blues. Et c'était vraiment ce que j'aimais. Je faisais plein d'Otis Redding, même James Brown, Wow. des stuff comme ça. Ouais, tu peux plus faire James Brown de nos jours. Wow! Tu peux plus. Si je te dis Don't Bite the Hand, c'est quoi ça? Don't Bite the Hand That Feeds You. Donc c'est notre tout premier tube, entre guillemets. Parce que quand on a commencé, quand je dis notre, je parle du groupe Exile One. Donc immédiatement après les Vikings, on a créé ici en Guadeloupe avec les Dominicains et Hippomène, le même Hippomène, le groupe Exile One. Et on chantait uniquement en anglais à l'époque. Mais qui a eu l'idée de fonder ce groupe? C'est toi qui as eu l'idée de fonder Exile One ou c'est un producteur? C'est Deb? C'est qui? C'est Hippomène? C'est qui? Ben, l'idée est venue, moi je voulais toujours créer un groupe avec un esprit caribéen. Mais il y avait plein de gens qui C'est pas étaient... l'instar de ce qu'a fait plus tard Kassav et Pierre Oui, Édouard. oui, donc Pierre Édouard avait... on faisait du brainstorming. Donc Pierre Édouard participait à ça, Hippomène, Henri Debs, producteur. On parlait. Et avec Fitzroy qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle le Gaylords de la Dominique, qui était assez célèbre dans la Caraïbe dans cette période, on a décidé, on va créer le groupe Exile One. Donc le premier enregistrement était fait chez Deb, donc, Oui. avec cette chanson dont je viens de parler. Il faut parler de quoi? Don't Bite, ça signifie quoi? Well, don't bite the hand that feeds you. En traduction, c'est ne mords pas la main qui te nourrit. Ouh là là. Et Texte, that- peace and love, là.
Ouais, mais c'était la période. Hein. Ouais. On était branchés. Ouais, très branché. C'est- L'accueil du public, donc les gens aimaient ces petits dominicains qui venaient donc de Dominique et qui sortent un disque. En fait, le premier, c'est un 30, c'était un 45, c'était quoi à l'époque? C'est un 30 centimètres. Il n'y avait pas de C'était chanson juste- en créole, il y avait... Non, non, il n'y avait pas de chanson en créole. Et c'était juste la période où on quittait euh, la situation où il n'y avait que des 45 tours, on entrait dans les 30. Donc c'était dans cette période-là. L'accueil du public était fantastique. Fantastique. Parce que je crois il y avait ici en Guadeloupe à cette période-là un public assez branché qui était un petit peu fatigué d'entendre des orchestres qui jouaient que la biguine ou la salsa tout le Donc temps. c'est arrivé en fait avec la cadence Lipso, c'est ça? Pas tout de Pas tout suite. de suite. Pas tout de suite. À l'époque, on est arrivé avec des rhythm and blues, des funk, des reggae, des choses comme ça. Et dans cette période-là, il faut penser que Bob Marley n'était pas la sensation mondiale qu'il est devenu plus tard. Donc, c'était vraiment tout ce qui était avant-garde en musique Et vous contemporaine. jouiez au club 97.1? 97.1, qui était le club d'Henri Debs, et c'était un club de live. Donc ce n'était pas une période de playback du tout. Donc lui, il avait son groupe qui jouait là chaque samedi, et il nous permettait de faire un show chaque samedi. Et les gens aimaient ça, et petit à petit, on a décidé de prendre notre indépendance. Voilà, alors l'indépendance a commencé alors avec la rencontre, superbe rencontre avec un richissime arabe, c'est ça? C'est ça qui vous propose de produire le prochain disque? Et c'est Aïtata, c'est ça? Ça s'est passé comme ça? C'est ça, c'est ça. On était à Paris, on a eu la chance de faire une tournée en France, peut-être 4 mois après la création du groupe. Et on peut dire que la cadence Lipso, en effet, est née à Paris. Parce que malgré on avait un franc succès ici, en Guadeloupe, en Martinique, avec cette musique avant-gardiste dont je parle, quand nous sommes allés à Paris pour jouer pour les Antillais de Paris, ce n'était pas la même situation. Ces gens-là étaient venus pour écouter la musique du pays. Donc, mais on n'avait pas ça en notre répertoire. Donc on a décidé, il fallait composer des chansons en créole et avec un rythme qui était assez proche de tout ce qui était caribéen, calypso, compas, parce que le compas était roi, le compas, la musique d'Haïti était roi dans cette période-là. Et on a fait cette synthèse, la cadence Lipso. Bon, alors donc Aïtata est sorti, mais alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas d'Eb, c'était pas des Antillais, c'est sorti à Paris. C'est ça. On a rencontré un producteur, je crois qu'il était marocain, et il a dit, bon, ok, on a fait 2 disques en créole. Parce qu'il faut penser que Henri Debs, ici, il n'était pas tellement chaud pour la chanson créole de nous. Et il y avait la question d'accent et tout ça, il pensait... Et pourtant, c'est ce qui faisait votre charme, l'accent. Ouais, mais personne ne savait ça à l'époque. Personne ne savait ça parce on chantait uniquement en anglais. Donc, on a fait le disque avec Atata Jamais Voir Ça, et les gens disaient, oh, les gens qui chantent en créole avec un accent un petit peu bizarre anglais. Et au retour, ici, on a fait Akiaka. Il était convaincu. Et puis après, il y a eu la grande période, la période où peut-être que le succès aidant à travers les concerts qui ont été faits en France, les balles, à l'époque c'était les balles, hein. Vous partiez à Paris pour animer des balles, pour les Antillais qui vivaient là-bas, est arrivé Barclay, est arrivé la Grande Major, est arrivé Rosita, est arrivé également les Emmerdes, c'est ça? En quelque sorte, parce que là, on a sorti d'une situation d'un orchestre insulaire, un orchestre qui faisait des balles en Martinique, en Guadeloupe, ou disons, même pas Martinique, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, à Gouzier, à Basse-Terre. C'était très facile à gérer. Et chez Barclay, il fallait gérer une entreprise internationale. Parce que nos concerts, désormais, c'était à travers de l'Europe, c'était dans plusieurs États des États-Unis, au Canada, et à travers de la Caraïbe. Et on n'avait pas de sponsor, on n'avait pas de subventions, donc il fallait gérer tout cela. Et c'était une sacrée école.
Mais de Barclay, je veux dire par là que... Qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez pas resté après avec Barclay? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu cette traversée du désert, 77-78, où là, plus rien? Quand on était chez Barclay, On vous a reproché d'avoir été chez Barclay. oui, mais je crois que c'est un phénomène qui arrive dans toutes les situations insulaires. Chaque fois qu'il y a un artiste, un sportif qui adhère ou qui a des aspirations internationales, on reproche d'avoir trahi ses racines et des choses comme ça. Mais je crois que graduellement, on va vaincre cette situation-là. Disons que Rosita a été fait plus ou moins pour un public à l'oreille métropolitaine européenne. Mais je crois que c'est l'éternel débat. Et souvent, j'utilise comme image le petit ponche et le planteur. Je crois qu'il existe ici aux Antilles une certaine musique traditionnelle. Et parfois, il faut penser qu'il existe des musiciens contemporains, des musiciens qui ne sont pas forcément des interprètes de la musique traditionnelle. Et je dis qu'il doit y avoir des gens qui font une musique petit ponche. Ça, c'est quelque chose qui est consommable par tous les gens, les locaux. Mais je crois aussi, sans nier le petit punch, de temps en temps, il faut savoir faire un peu de planteur, il faut savoir doser le planteur de façon que le rhum soit consommable par des gens extra-caribéens. Et donc, on a travaillé dans cette direction. Jusqu'ici, je remarque, même maintenant, après le succès du zouk, qu'on n'a pas encore trouvé la bonne recette en ce qui concerne notre planteur musical. On n'a pas encore trouvé. Parce que le jour qu'on va avoir un Antillais qui a la base de rhum musical, et il arrive à vendre 3-4 millions comme le reggae a fait, comme la salsa a fait, parce que le reggae a quand même, quand on écoute Bob Marley, on n'écoute pas une musique typiquement traditionnelle jamaïcaine. On écoute une musique qui a à la base un petit peu de calypso, un petit peu de Jamaïque, mais il a pu avoir le dosage, mettre assez de grenadine, disons, que ça soit consommable par le plus grand nombre. Mais qu'est-ce qui a fait, enfin, vous n'avez pas vraiment répondu à la question, mais qu'est-ce qui a fait que Barclay, ça s'est arrêté? Ah, donc ça c'est une autre question. Quand on était chez Barclay, on avait le support de la radio, ou des radios en général. Mais plus important, c'est sur France Inter en France, il y avait une émission quotidienne animée par Patrice Blanc-Francard. Cette émission s'appelait Bananas. Et cette émission était vraiment suivie. Et la musique antillaise marchait vraiment fort. Il y avait Tabou Combo qui était numéro 1 pendant plusieurs semaines. Il y avait les Grands Max, Malavoie, Perfecta, Exile One. Et on tournait beaucoup sur la France. On tournait dans toutes les petites villes. Et à partir du moment qu'ils ont arrêté cette émission, donc la demande en ce qui concerne la France, voire l'Europe, c'est coupé net. La même chose dans la Caraïbe. Il y avait une radio qui couvrait toute la Caraïbe, c'était Radio Jumbo. On a vu la fin de Radio Jumbo dans cette même période également. Et de deux côtés de l'Atlantique, dirais-je, parce qu'on a eu des problèmes de demande. Donc, problème d'argent également, et là, quand il n'y a pas de demande, les majors ne vous suivent plus. Non, mais c'est logique.
Oui, alors comme je disais au début de l'émission, il y a eu une période où on n'a plus entendu parler de Gordon, ça a peut-être duré 5-6 ans à peu près. Et là, tu as fait plein de choses. On a parlé tout à l'heure de la radio en Dominique, mais il y a eu quand même une société de production avec Jean-Claude Courant, avec Légitimus, ça s'appelait IPS, c'est ça? Oui, ITS, ETS. Oui, je parle anglais un peu, quoi. Very, very good. Oui, oui, oui. Vous aviez une chance du tonnerre, là, puisque, quoi que c'est FR3 ou je ne sais plus quelle chaîne, vous avez concédé 20 minutes d'antenne un samedi? Oui, oui. Chaque samedi, on avait À une heure de grande écoute, en plus, une une prime time. émission de variété. Et tout. C'était bien. C'était très bien. C'était une émission qui était destinée, ça s'appelait Carrefour de l'Outre-mer, destinée à promouvoir des activités d'outre-mer, de la musique, etc. Et pourquoi ça n'a pas marché, ça? Bon, ITS n'a pas duré longtemps parce que, pour plusieurs raisons, mais je crois que c'était un petit peu prématuré. C'était une période aussi où il n'y avait pas beaucoup de chaînes en France. Il y avait quoi, deux ou trois, je ne m'appelle pas. 3 chaînes et à 11h minuit, il n'y avait plus de télé et une société de production. C'était un petit peu prématuré, je pense. Ah, vous aviez beaucoup de monde aussi, un personnel important, il y a eu des beaux bureaux, je me souviens. Ouais, dans le 15e. peut-être on a commencé un petit peu trop fort Voilà, aussi. c'est ça. Mais pendant cette période-là, tu as quand même continué à enregistrer en solo, mais là, des chansons, des disques qui sont passés un petit peu dans l'oubli. Oui, et, j'ai fait pas mal de disques dans cette période qui n'a jamais été distribué aux Antilles. Je pense comme les disques tels que Palais Créole, j'ai chanté Antillanité, même en hommage à Franck Fanon et tout ça. Mais j'ai fait ça avec des sociétés américaines et des sociétés françaises qui n'étaient pas tellement branchées sur le marché antillais et malheureusement ça n'a pas eu une distribution. Et puis bon, il y a eu cette envie de l'artiste de revenir sur la scène. Et là, je crois que j'ai eu la primeur, parce que je me souviens avoir présenté un gala au Lamentin, c'était le gala de l'USL, et je t'avais demandé de venir interpréter un medley. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait toute une génération, plein de jeunes qui étaient là, qui entendaient Rosita, qui entendaient Aïtata, qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui ne connaissaient pas du tout. Oh, mais ce gala-là, c'était fondamental pour cette deuxième vie d'Exile One. Parce que c'était dans la grande période du Zouk. Moi, j'habitais Minneapolis. Je me rappelle, on a parlé de Minneapolis. J'étais très content d'avoir cette invitation de venir ici. Et ça passe vite. 6 ans d'absence, on se rend compte que le public avait beaucoup changé et il fallait tout recommencer à zéro. C'était la sortie du disque presse. Et puis là maintenant, bon, il faut parler d'aujourd'hui, il faut parler de maintenant. Exile One, ça y est, c'est les concerts, Exile One. La sauce a repris, tu me disais quand je préparais l'émission, c'est pas évident pour un artiste d'avoir été, de faire un break et de revenir très fort. Oh, ça c'est vraiment dur et je pense que la deuxième vie d'un artiste, quand l'artiste a cette chance-là, il vit ça vraiment différemment. Pour moi, chaque seconde est fantastique. À partir du moment qu'on a sorti le disque presse et on a recommencé les tournées, moi je vois ça vraiment... Puis il y a les erreurs qu'on a commises auparavant qu'on ne peut plus recommettre. Et on n'a pas le droit. Surtout, on n'a pas le droit. Et c'est la raison pour laquelle on fonctionne vraiment différemment. On travaille beaucoup dans l'industrie de la musique pour 6 mois de l'année et on tourne pas dans 6 mois. On ne fait pas comme avant où on était, comme on dit en anglais, put all our eggs in one basket. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On fait un peu d'édition, un peu de production, on s'intéresse à divers aspects de la communication tels que la radio, la télévision, et on tourne pas dans 6 mois. S'il fallait faire, on approche de la fin de l'émission, s'il fallait faire un mea culpa sur l'ensemble de ta carrière, qu'est-ce que tu te reprocherais? Mais moi, je suis de la philosophie où je dis l'expérience n'est jamais inutile. Donc, je n'ai pas de mea culpa, je n'ai pas de mea culpa à faire. Je suis un petit peu comme Piaf. Petit Piaf. Tu ne regrettes rien? Rien. C'était à refaire. Non, l'expérience n'est jamais inutile. Maintenant, j'utilise tout ce que je pense que je pourrais ou je pouvais faire de mea culpa pour faire différemment et mieux. Le nouvel Exile One, c'est quoi?
Un concept, un trio composé de Vivian Wallace, donc membre fondateur à la base, Fitzroy Williams au clavier, membre fondateur aussi, et moi-même, accompagné par un groupe de musiciens qui travaillent avec nous depuis 5-6 ans maintenant, dont le Guadeloupéen Christian David Siba à la batterie. C'est les concerts, c'est un nouveau disque. Oui, donc on a à la fin, vers la fin de 92, on aura sur le marché un coffret de 4 CD avec presque la totalité du répertoire enregistré d'Exile One, tel quel, des enregistrements d'origine. On a un nouveau disque. J'ai un livre déjà écrit qui sera publié qui s'intitule Zoukland. Donc Zoukland, c'est en quelque sorte, c'est pas des mémoires, c'est pas une biographie, c'est en quelque sorte la musique antillaise telle que j'ai vue et vécue, donc avec tous les acteurs, comme toi par exemple, un nouveau disque et une tournée, donc les fameux 6 mois de 93, mais qui commence cette fois-ci en Guadeloupe, au Centre des Arts. Ok, on va vous en reparler. Puis ça, c'est un best-of, C'est sorti ça. chez Barclay. Là, on retrouve Mumbai, The The Hand, Hand, c'est on Dieu, retrouve Rosita, c'est enfin... travail pour rien. Voilà, tout ce qui a fait le succès d'Exile One. Ma dernière question, je le disais en commençant l'émission, tu as 43 ans. La dernière question, comment tu vois l'avenir et comment tu vois l'an 2000? L'avenir, l'an 2000. En général, je ne suis pas de nature pessimiste, donc je vois l'avenir en rose. Pour être un petit peu plus sérieux, en ce qui concerne la musique, par exemple, je pense que dans la décennie qui arrive là, on va voir la naissance d'une nouvelle forme de musique antillaise contemporaine. Et je crois que c'est avec cette forme-là qu'on va finalement avoir une place dans le marché mondial du disque, par exemple. Il y a 55 ans, tu le vois sur une scène comme Johnny. Oui, peut-être, pourquoi pas. Et je crois que la musique, de toutes les façons, quand on regarde Quincy Jones, Tina Turner, il y a tellement d'exemples que peut-être le rêve c'est mourir sur scène. Contre crier